Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir le DJ Kungs. Évidemment, comme tout le monde, j'ai dansé sur tes sons parce qu'ils sont aussi géniaux qu'incontournables. Imaginez que son titre This Girl, par exemple, numéro 1 dans 45 pays, a été écouté des centaines de millions de fois. Je me dis, si mon podcast été écouté des centaines de millions de fois, mon Dieu. DJ de l'année au Energy Music Award, meilleur album électro de l'année aux Victoires de la musique, des lives musicaux, je pense à Coachella, Tomorrowland, une collab avec la maison de couture Paul Smith. Ouf, ça en fait des choses à raconter dans cette intro. Ça a été dur de synthétiser ta carrière déjà incroyable à tout juste 25 ans. J'ai tellement hâte de la réouverture des clubs pour pouvoir danser sur ton nouvel album Club Azur, dont la sortie est prévue le 18 mars prochain. En attendant, hello Valentin, Salut. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci. J'ai trop hâte parce que je trouve que la thématique que tu vas aborder dans cet épisode est très chouette. Dis-moi, ça commence comment ? Comment ça commence ? Ma carrière ? Alors ta carrière, non, parce que je crois qu'on aurait trop de choses à dire Ouais. et que j'ai plus beaucoup de batterie. Non, plutôt, est-ce que tu peux me raconter cette collab ratée ? Ah ouais, alors j'ai failli faire un featuring avec Martin Solveig il y a quelques années. Bon, depuis je me suis un peu rattrapé parce que j'ai beaucoup travaillé avec lui sur d'autres projets, mais à l'époque on se connaissait beaucoup moins et c'était une super opportunité pour moi. Dis-moi, c'est à quelle époque de ta carrière ? C'était en 2018, je pense. J'ai sorti Ok. This Girl en 2016. Ouais. Donc c'était à peu près 1 an et demi, 2 ans après. Ouais, donc t'avais déjà explosé et fait Ouais. J'étais en pas plein mal dans de... un tourbillon de pensées, Ouais. de tournées, de remise en question constante. Et J'imagine que ton staff aussi s'était énormément élargi. bah oui et non parce que j'ai commencé avec des personnes qui fitaient pas humainement avec moi. Ok. Et j'ai changé de staff au cours de ma jeune carrière plusieurs fois Mhm. parce que j'ai mis du temps à trouver des gens en qui j'avais vraiment confiance, des gens avec qui je connectais humainement parce que c'est ça le plus important Bah au final. ouais. On fait un métier tellement où on donne tellement de notre personne que il faut s'entourer de gens qui te comprennent. Ouais, et puis tes heures au taf, elles sont un peu plus longues que dans certains métiers, donc Bah il ouais, faut tu se passes sentir énormément bien. de temps avec certaines personnes. Et il faut que ces personnes-là soient bien choisies. Le truc, c'est que moi, ça s'est passé tellement rapidement que j'ai un peu fait le truc à l'envers. J'ai d'abord sorti un morceau qui a explosé et ensuite je me suis dit ah merde, il faut maintenant que je m'entoure et que Ouais. je trouve les bonnes personnes. Donc tout ça s'est fait un peu violemment au début. Il n'y a pas vraiment le manuel comment être DJ pour les nuls, honnêtement. Bah non, sur c'est le ça, sujet, c'est ça le faut truc. apprendre. C'est ça, mais c'est ça aussi qui fait la beauté de notre métier, c'est que chaque parcours est unique, chaque histoire est unique, et on est tous réunis par cette même passion qui est la musique. Et donc j'étais dans ce tourbillon-là de pensées, et je rencontre Martin Solveig sur un festival, et on s'entend hyper bien, on se croise tout le temps sur des clubs, des festivals, tout ça. Génial. Donc on devient hyper potes, et un jour il m'invite à Londres pour faire une session studio avec lui. Ok. Il Et a son donc, studio à Londres. Il a, je crois qu'il a une maison d'édition à Londres. Ah ouais. Donc il travaille beaucoup avec une maison de disques en Angleterre. Et donc il lui avait fourni un studio pour quelques jours là-bas. Et moi j'adore Londres, j'adore voyager, donc je Bah me dis ouais. bah j'en mets, on y va, tu vois. Martin Donc, Solveig plus Londres bah ouais, plus studio. génial quoi. Les Puis mots j'étais avec magiques. mon meilleur pote Victor, on sortait, on faisait de la musique et tout, c'était charmé. Et donc je me retrouve au studio avec Martin Solveig et il me montre une démo d'un morceau sur lequel il chante lui-même avec sa voix Mhm. et que je trouve génial quoi. Donc je l'aide un petit peu
à mettre le morceau dans le bon ordre, couplet, refrain, tout ça, parce qu'il avait besoin d'aide sur 2-3 trucs. Et donc je l'aide et il m'envoie une version comme ça que j'écoute après. C'est encore un peu informel entre vous, c'est en mode ouais, bien, on commence à devenir un peu potes, mais on se connaît pas non plus très bien. Ouais. C'est une session studio classique comme j'ai pu en avoir plein d'autres avec plein d'autres gens quoi. Et donc par la même occasion, j'ai rencontré du coup son équipe qui aujourd'hui est devenue la mienne. Donc donc c'est là que j'ai aucun problème à en parler, c'est parce clair. que vraiment tout ça a été bénéfique au final. Bah merci, la leçon. Bah ouais, la leçon c'est ça. Et donc les semaines passent et moi à ce moment-là, j'avais un morceau que je devais sortir qui s'appelait Mormès. OK. Et je l'aimais pas trop ce morceau. En vrai, je l'aimais pas trop. J'avais un peu du mal, je me disais puis c'était un moment où les gens m'attendaient énormément, tu sais quand tu sors un truc qui a beaucoup de succès. Quoi que tu fasses après, les gens t'attendent au tournant, tu sais, comme si t'avais 1000 fois plus de choses à prouver que n'importe qui parce que t'as eu un succès. C'est genre ah ouais, il a un succès, ok. Bon, on va voir s'il en aura d'autres, tu vois. Puis on veut que tu remettes des instruments avant, mais alors surtout quand même complètement différents, mais un peu la même chose. Ouais, c'est ça. Donc si tu fais un truc trop éloigné, c'est ah ouais, il retourne sa veste, il fait autre chose. Si tu fais un truc similaire, bah c'est ah il refait la même chose. Il y a pas de créativité. Voilà, donc en fait tu t'en sors jamais quoi. Ça va, et c'est donc, cool. Niveau pression, c'est détente. Ouais, c'est cool. À 19 ans et tout, c'est sympa. T'avais 19 ans à l'époque. Ouais. Oh la vache. Et donc je me retrouve face à un dilemme où je me dis j'ai mon label qui me met la pression parce qu'ils veulent absolument sortir Mormès. À la base Mormès c'était avec un chanteur anglais qui s'appelle John Newman que j'adore. Et finalement John Newman il m'a un peu planté, il a dit non je veux plus être sur le morceau. Donc du coup il a fallu trouver d'autres voix et tout a été fabriqué un peu comme ça de manière pas très naturelle, organique. Ouais. Oui, et puis, oh pardon, je te coupe la parole, mais moi je me dis que quand on crée un morceau avec quelqu'un, il y a une sorte d'énergie commune qui fait que le morceau est chouette. Bah, je suis tellement d'accord. Sinon c'est fabriqué. Bah ouais, moi je trouve, justement ça va rejoindre l'histoire avec Martin, mais je trouve que la première voix que tu mets sur un morceau, généralement la première intention c'est la meilleure et tu peux essayer de faire chanter n'importe qui sur ta démo, ce sera jamais aussi bien que sur la première voix. Ouais. Après il y a des chanteurs pop qui ont tellement une voix incroyable. Je pense que tu fais écouter une démo à Adele et elle chante à la place du chanteur original, évidemment elle cartonne le truc. Mais moi je fais de la musique vraiment avec le cœur et j'aime bien le moment en fait. C'est ça pour moi qui est génial, c'est plus que l'intensité, c'est l'émotion que tu dégages sur le moment et tu as du mal à retrouver cette émotion quand tu fais chanter quelqu'un d'autre. Et donc j'ai dû faire chanter quelqu'un d'autre sur ce morceau et c'était beaucoup moins bien. Mais j'arrêtais pas de me persuader que c'était génial et que c'était cool et qu'il fallait le sortir. Et puis j'avais mon label qui me mettait la pression, qui me disait ouais c'est ça, c'est le prochain single, ça va être super et tout. On va tourner un clip à Barcelone, ça va être trop bien. Mais moi tu sais j'étais un peu arrêté quoi. Je veux pas quoi. Et puis en même temps il y avait Martin qui me disait bon. Et puis c'est quand même Martin Solveig qui est venu me voir et qui m'a dit j'aimerais qu'on fasse une collab ensemble et qu'on sorte un morceau ensemble. Et en plus t'as eu le coup de cœur quand t'as écouté sa musique. En plus, et c'était sa voix, et j'étais fan. Sauf que Martin, il a fait chanter une chanteuse sur ce morceau en question. Et du coup c'était plus sa voix. Et moi j'adore la voix de Martin. Et donc il m'a envoyé une nouvelle démo avec la voix de la chanteuse et j'ai trouvé ça beaucoup moins bien. Mais ça restait quand même génial. Et donc je lui ai dit comme ça écoute Martin, j'aime pas trop, je vais pas être sur le morceau. T'es de quel signe astrologique toi? Moi je suis complètement Sagittaire. Ok, ah ouais, ça correspondait pas. Je sentais le bélier en toi qui était là. Vas-y, je fonce. Peut-être que j'ai un ascendant ou je sais pas. Mais on regardera ta carte du ciel. Après mais ouais, donc parce que j'avais aussi mon label qui me mettait la pression à côté, qui me disait non, il faut que ce soit ce morceau-là, etc. Mais en fait, il y avait trop d'infos à la fois pour toi, non? Ouais, il y avait beaucoup d'infos et je voulais me fâcher avec personne et l'erreur que j'ai fait à ce moment-là, c'est que je me suis pas écouté moi-même et je pense que ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, c'est mon intuition beaucoup. Après il faut toujours écouter autour de soi, il faut écouter ce qui se dit, il faut retenir des leçons et il faut pas avancer bêtement
Mais This Girl, par exemple, je l'ai fait dans la plus grande des naïvetés et j'ai écouté personne, vraiment personne, absolument personne. Quand j'ai fait écouter le morceau à plusieurs labels, ils m'ont dit que c'était nul et qu'ils allaient pas le sortir. Putain, tu rigoles. Je l'ai fait écouter à mes potes, ils m'ont dit que c'était nul et que ça allait pas marcher. Mais moi, j'étais persuadé qu'il y avait un truc. Et le morceau de Martin, en l'occurrence, il s'appelle All Stars et ça a été un carton monumental. Comment t'expliques que ta maison t'ait dit non, tu te concentres sur ce morceau qui te correspondait plus trop, plutôt qu'une collab à l'époque avec Martin Solveig? Je sais pas. Bah après, je veux pas non plus déclencher de guerre ou quoi que ce soit, mais je pense que tu vois les labels, bah c'est comme n'importe quelle boîte, ils défendent leur part du gâteau et j'étais en plein dans l'ascension avec This Girl, etc. Donc peut-être que pour Universal, mon label, il y avait plus d'intérêt à ce que mon titre Mormès sorte juste moi-même Kungs qu'un featuring avec Martin sur un autre label, peut-être, je sais pas. Mais chacun défend ses intérêts et excuse-moi, c'est Deliveroo. Allô? Ah, je vous ouvre. Je vais garder ça. Ouais, bah ouais. Je suis désolée, je pars dans 45 minutes et j'étais là, faut que je mange parce que je ne raterai pas un repas par contre. Moi, de mon vivant. On rate pas un repas. Ce sera le titre de cet épisode. On ne rate pas un repas. Ouais, chacun défend son petit bout de viande, son petit bout de Deliveroo, effectivement. Ouais, exactement, c'est ça. Et là, t'aurais été sur l'album de quelqu'un d'autre, donc peut-être moins de droits pour toi ou... Ouais, bien sûr, mais ça c'est tellement secondaire en fait, les droits, etc. Une carrière et un catalogue musical, il faut pas le voir à court terme, il faut le voir sur le long terme. Je pense que faire ce morceau avec Martin m'aurait apporté 1000 fois plus que de faire un morceau tout seul qui certes me rapporte plus de droits, mais le morceau avec Martin m'aurait apporté plus de visibilité. On aurait fait un clip ensemble, on se serait éclaté entre potes quoi. Et puis après Martin, il est hyper cool et c'est devenu un pote. Mais je sais pas comment j'aurais réagi à sa place. Tu vois, t'as un gamin de 19 ans, tu lui dis vas-y, j'ai un morceau pour toi, c'est un tube, je te le mets dans les mains. Et le mec te dit bah non. J'ai cassé. Je veux pas. Bah c'est un peu bizarre quand même. Et toi sur le coup, qu'est-ce que tu te dis, parce que j'imagine que il y a tellement de choses qui arrivent qu'émotionnellement ça doit être beaucoup à porter, à gérer, et que tu dois avoir un peu un brouillard en fait dans la tête. Qu'est-ce que tu te dis pour lorsque déjà d'un côté ta maison de disque te dit ça et de l'autre tu refuses? Tu te rappelles de ça? Bah je me sentais déjà c'est un moment de ma vie où j'étais quand même assez seul parce que j'étais en transition justement entre plusieurs équipes de management, et donc c'est un moment où je prenais vraiment toutes les décisions seul. Et bah forcément j'avais pas la maturité, le recul et l'expérience et les épaules pour prendre des décisions aussi importantes tout seul quoi. Donc dès que une opportunité s'offrait à moi, je paniquais et en fait presque j'avais envie de tout détruire parce que j'avais trop peur quoi. Bah quand t'as connu un succès aussi énorme tout d'un coup, je crois que ton cerveau il a du mal à suivre, non? Bah ouais, il comprend pas, c'est pas logique de vivre un truc comme ça aussi jeune et aussi peu entouré finalement. À côté de ça, il y avait mes parents ma mère qui m'aidait beaucoup, surtout sur l'aspect financier, parce que là-dessus aussi j'avais personne pour m'aider. Ouais, de ouf. Et donc heureusement que ma mère, en qui j'ai confiance à 1000 milliards de pourcents, m'a aidé. Mais à côté de ça, ils vivent pas la même chose. Bah quoi. non, et puis mes potes, et tu vois, en même temps, tu peux pas parler de tout ça parce que t'es censé représenter le kiff ultime, tu vois. Et quand tu communiques, il faut communiquer sur le positif, et c'est normal en même temps. T'as pas envie que les gens sachent tout ce qui se passe à côté. Mais puis tu veux pas te plaindre parce que tu réalises, j'imagine que t'as beaucoup de chance. Bah aussi. ouais, finalement t'as pas vraiment le droit de te plaindre parce qu'il y a des gens qui galèrent tellement, des artistes qui galèrent tellement à vivre de leur musique et qui mettent des années à exister.
Moi, je fais 1 an d'études, je fais un morceau et ça explose pour moi. Donc évidemment, je vais pas me plaindre. Je suis tellement chanceux et je vis un rêve. Mais à côté de ça, quand c'est aussi violent et que ça prend une ampleur aussi énorme rapidement, Ouais. et ben ça a aussi son lot de mauvaises aventures et c'est comme ça. Et puis tu dois prendre des décisions qui sont plus celles d'un jeune de 19 ans. Là, on te parle de stratégie, de carrière. Ouais, c'est ça. Et puis chaque fois que tu prends une décision, ça implique pas que toi. Tu vois, ça implique aussi d'autres gens à côté. T'as aussi des gens qui, dès que tu fais un moindre truc, dès que tu sors un moindre truc, et ben forcément ils jugent, ils critiquent, ça les intéresse. Et moi, je suis quelqu'un d'assez réservé et d'avoir été exposé comme ça d'un coup aussi rapidement, alors que j'en avais pas envie. En fait, ça a été très dur à gérer. Et en fait, je commence vraiment à profiter et à être épanoui dans mon métier depuis le Covid, en fait. Et ouais, ça a mis du temps parce que le moment où tout ferme. Ouais, le moment où tout ferme, d'avoir une pause forcée comme ça, où je peux plus tourner, je peux plus voyager, je peux plus aller à la rencontre de mon public, etc. Bah, je me suis rendu compte que vraiment faire de la musique et me produire sur scène, c'est un choix et c'est ce qui me fait kiffer. Mais avant ça, c'était pas un choix, c'était un truc qu'on m'avait imposé parce que si je voulais pas perdre le fil de ce succès-là, il fallait que j'entretienne ce succès et que je continue de faire tout ça, mais à la fin, ça avait même plus de sens, quoi. Tu vois, la fuite en avant, et tout d'un coup, tu te poses et tu te dis, mais c'est génial. Et bah ouais, tu te poses et tu te dis, putain, je suis payé pour faire ce qui me rend le plus heureux au monde. C'est quand même une chance. Et moi, ce qui me rend vraiment le plus heureux, c'est de voir des gens danser, c'est de voir des gens se rassembler autour d'un même but. C'est juste de faire la fête et de passer un bon moment. Et tu vois, surtout avec le Covid où ça nous a encore plus divisés, ça nous a détruits. Et bah, si moi je peux être acteur d'un moment où les gens se rassemblent et font la fête, et ben c'est ce qui me rend le plus heureux. Ouais, c'est beau. En plus, c'est quand même vraiment un moment de joie, tu sais, rien que le mot fête, quoi. Bah ouais, c'est dire, ça. hein, franchement. Et c'est aussi tout ce qu'il fallait pas faire pendant 2 ans. Ouais, la c'est fête. clair. Tu vois. Donc bon, alors le business plan est à revoir. ouais, non, mais ça a été dur pendant 2 ans de pas pouvoir se rassembler. Bon, j'ai fait des trucs à côté. J'ai fait des lives qui s'appelaient Club Azur et qui aujourd'hui sont devenus le nom de mon album et aussi un concept de soirée, etc. Donc ça a été bénéfique au final parce que j'ai décidé d'aller de l'avant et de continuer à bosser et à avancer et à faire des moves parce qu'il faut. Mais sinon sur le plan humain, ça a été vachement dur pour tout le monde. C'est très dur. Mais on en parle beaucoup entre potes. On a tous perdu des cheveux de stress. Enfin, il y a un sort de délire. Ouais. C'est chaud parce que là j'ai envie d'aborder plein de sujets. Du coup, tu me lances plein de perches hyper intéressantes. Pauline, recentre-toi sur le propos de base de l'épisode sur Martin Solveig. Ça le fait pas. Tu sors tes titres et tu vois ce titre qui explose. Mais explose violemment en plus. C'était, tu vois, j'ai gagné un Energy Music Award et je crois que c'était cette année-là. Le morceau officiel d'Energy Music Award, c'était ce morceau-là. Donc le mien, il passait même pas en radio tellement c'était un bide. Mais c'était un bide. C'était un échec cuisant, quoi. Et à côté de ça, quand j'étais dans la voiture pour aller à Cannes au Energy Music Award, je mets Energy et j'entends 15 fois le morceau, quoi. Je me dis mais c'est pas possible, ils font exprès. Mais c'est clair, l'univers qui te dit bien fait pour ta gueule. Alors ça dit quoi Ouais. Bah après ça mais c'est comme tout dans la vie, il faut savoir rebondir et pas faire 2 fois les mêmes erreurs, tout simplement. Et tu te dis quoi alors pour au moins en tirer une leçon positive de ça? Bah pour tirer une leçon positive de ça, j'ai continué à avancer, à faire les choses avec le cœur et à marcher surtout avec le côté humain, c'est-à-dire que Martin, même si ça l'a pas fait sur ce coup-là, on est devenus potes. Aujourd'hui, on se voit tout le temps, on est tout le temps ensemble.
les gens avec qui ils bossent sont aussi les gens avec qui je bosse aujourd'hui, donc on est vraiment une espèce de famille. Et ben l'été dernier, j'ai sorti un morceau qui s'appelle Never Going Home, qui a été un beau succès, on peut le dire. Oui, on peut le dire à ce stade-là. Et ben la voix sur ce morceau, c'est la voix de Martin Solveig. C'est génial. Voilà, donc la boucle est bouclée et j'ai eu ce que je voulais finalement, avoir la voix de Martin sur un morceau. C'est clair. Et je me dis aussi, c'est très cucu de se dire ça, mais dans la vie quand même, quand on fait les choses avec le cœur et c'est comme s'il fallait mettre de l'amour dans tout ce qu'on faisait, et même dans les parties un peu plus techniques, concrètes, pragmatiques, on peut pas faire d'erreur en fait. Bah non, parce que si tu restes honnête avec toi-même, tu feras jamais d'erreur, vraiment. Tu auras peut-être moins de succès à tel ou tel moment, mais t'en auras peut-être 1000 fois plus après, plus tard, en restant fidèle à tes pensées, à toi-même, à tes croyances. Et moi, c'est ce que je fais depuis le début. J'ai jamais rien fait à contre-cœur. Bon, à part sur ce morceau-là, tu vois, mais j'en ai. Ouais, mais il peut pas te reprocher de pas avoir été honnête. Aussi Non, c'est clair. C'est une sacrée qualité, surtout dans ce monde-là. Ouais, bien sûr. Parce que j'aurais pu aussi très bien me dire, ah ok, c'est l'opportunité du siècle. Ouais. Je le fais, j'en ai rien à foutre, j'écoute même pas le morceau, j'y vais, quoi. Exactement. Mais je pense que c'est important de faire les choses avec le cœur et on peut vite l'oublier quand on rencontre le succès, parce qu'après, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. C'est dur de reproduire des succès. Comme quoi? C'est quoi les paramètres? Bah, déjà, il y a les avis des gens. Il y a, tu vois, quand j'ai fait This Girl, par exemple, c'est vraiment l'exemple type, parce que c'est l'exemple de la naïveté la plus totale. Je vais faire This Boy, du coup, parce que je veux vraiment surfer sur le succès. Bah, je l'ai fait dans ma chambre, avec 2 pauvres enceintes et un pauvre ordi, sans me poser aucune question. Ouais. Et après ça, quand je faisais de la musique, je commençais un morceau, puis je me disais ah non, c'est peut-être pas assez radio. Ah non, ça c'est peut-être pas assez ci, pas assez ça. Et du coup, tu perds cette spontanéité qui fait tout le charme d'un morceau, tu vois. Il y a un DJ que j'adore qui s'appelle Skrillex qui disait moi quand je fais un morceau, je commence un truc et je récupère toutes mes meilleures erreurs et j'en fais un morceau. Oh putain, tu vois, faut que je me démerde pour l'avoir dans la leçon. Mais grave, mais il est hyper inspirant ce mec. Apparemment, il est adorable en plus. Ouais. Et donc, tu vois, c'est ça. Moi, This Girl, ça a été une erreur, du début à la fin. Le morceau, il veut rien dire. C'est un morceau de soul remixé avec des trompettes. Et si c'était aujourd'hui, je me dirais, mais jamais de la vie, je vais faire ça. Ça a pas de sens. Donc c'est ça. Après, une fois que tu rencontres le succès, ben tu te poses 1000 fois plus de questions. Mais en même temps, tu peux pas construire une carrière uniquement sur un coup de naïveté, tu vois. Il faut aussi après progresser, apprendre des choses. Et moi, j'étais pas du tout le meilleur producteur de la terre en faisant This Girl. D'ailleurs, j'ai réouvert mon projet il y a quelques semaines pour une masterclass. Ok, trop cool. Et, tu donnes des masterclass. pour le lancement de la masterclass, j'ai fait une masterclass. Waouh. Ah ouais. Je pense j'aurais jamais pensé dire ça de ma vie, mais j'ai fait une masterclass. Et donc pour le lancement de la masterclass, ils m'ont demandé en live de réouvrir mon projet de This Girl. Et le truc, c'est une boucherie, quoi. C'est énorme. C'est trop mal fait. Il y a des compresseurs, des trucs qui veulent rien dire dans tous les sens, mais le truc sonne, quoi, tout simplement. Ouais. Je suis incapable de dire ça, moi, tu vois, la preuve. Et donc, à la fin, j'ai dû apprendre quand même les techniques, les bases de la production, parce que si derrière tu veux bosser avec d'autres artistes et tout, il faut quand même que ce soit un vrai métier et que t'aies des bases, quoi. Et alors, comment on fait aujourd'hui pour, avec l'expérience, façonner un travail qui soit plus pro, plus clean, tout en gardant sa naïveté? Bah, c'est le plus dur. Franchement, c'est le plus dur, mais ça, je pense que c'est le cas pour tous les artistes. Vous en parlez de temps en temps entre vous? Ouais, on en parle. Après, je pense que le piège, c'est de trop vouloir reproduire un coup de génie et du coup de plus avancer. Il faut continuer à sortir de la musique, même si c'est moins bien, même si c'est moins abouti, même si il faut continuer d'avancer, parce que moi j'ai fait cette erreur-là après This Girl et l'album, de vraiment tu vois, sortir les morceaux au compte-gouttes, à me dire je vais faire chaque sortie, que ce soit un événement et tout. Ouais. Mais du coup tu te mets tellement de pression sur chaque morceau à chaque fois, tu vois, tu
tu mets 1 an, 6 mois entre chaque sortie, du coup tu mises tout dessus, puis si ça marche pas, t'es dégoûté. Et tu fais beaucoup moins en fait. Bah ouais, tu fais beaucoup moins, et du coup tu racontes beaucoup moins ton histoire, Ouais. tu te caches derrière une espèce de façade, tu vois, où les gens te voient apparaître une fois tous les 6 mois derrière un morceau. C'est pas pour toi non plus. Bah Surtout non. si tu t'éclates dans ton métier, que C'est tu ça, kiffes, exactement. c'est contre-productif. Donc il faut, je pense, continuer à garder le rythme et sortir Ok. de la musique, quoi, tout simplement. Ok. Ouais, peut-être que pour arrêter de se foutre la pression, faut pas être au compte-gouttes, faut lâcher Ouais. les vannes, Ouais, complètement. tenter, ça marche, c'est cool, ça marche pas, c'est pas grave. Bah surtout ça marche aussi avec le mode de consommation de la musique aujourd'hui. Maintenant ça marche avec Spotify, avec Apple Music, et en fait avec TikTok, et tu vois, tu sors un morceau aujourd'hui, une semaine plus tard tout le monde te dit c'est quand le prochain. Tu vois, les gens sont devenus tellement impatients. J'ai envie de dire, mais putain, profitez du morceau, prenez le temps de le digérer, de passer des moments avec et tout, et après j'en sortirai un autre, mais c'est trop tôt là. Mais en fait, Spotify, c'est un espèce de supermarché dans lequel les gens ils vont voir la vitrine d'un artiste, et il y a, comme dans un supermarché, beaucoup de choix, et ils sélectionnent juste ce qui leur plaît. Et en fait, pour ça, il faut du volume, il faut beaucoup de musique, et il faut proposer beaucoup de choses aux gens. Okay. Si tu rentres dans un supermarché qui vend 4 produits et que t'as pas le choix, tu consommes beaucoup moins. C'est clair. Et je pense que ça vaut pour beaucoup de choses, et notamment dans l'entrepreneuriat. Ouais, bien sûr. C'est un peu un nouveau mode de consommation, je pense, tout simplement. Les gens consomment plus, et il y a des nouvelles choses tout le temps. Il y a des nouveaux moyens de se comparer avec tout le monde tout le temps. Je suis fatiguée rien que d'écouter ça. Ouais, c'est fatigant. Hein. Ouais, de ouf. C'est fatigant. Mais bon, c'est comme ça. Après, c'est comme tout. Soit tu te construis à contre-courant de tout ça, et tu dis j'en ai rien à foutre, je fais mon truc. Soit tu suis un peu les règles du jeu et tu t'adaptes, quoi. Tout en restant toi-même, et c'est le plus important. Qu'est-ce que tu auras envie de dire à Kungs qui est en train de dire non à Martin Solveig à l'époque, avec tes yeux aujourd'hui de 2022? Je pense que j'aurais rien à lui dire, honnêtement, parce que je pense que dans la vie, il faut faire ses expériences, il faut faire des erreurs pour ensuite rebondir et tirer des leçons de ses erreurs. Donc et c'est d'ailleurs pour ça que je remercie vachement mes parents de m'avoir laissé faire de la musique, parce que il faut tenter dans la vie, il faut tenter des choses, et il faut écouter son cœur. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Mais c'est aussi ça, il faut laisser les autres vivre, faire leurs expériences. Et voilà, si je regardais le Kungs d'il y a quelques années, je lui dirais espèce de petit con. Non, je lui dirais peut-être sors un peu moins, fais moins la fête, et c'est tout, quoi. Voilà, sinon kiffe ta vie. Mange bio. Mange bio, ouais, c'est ça. Le mot de la fin. Et ne commande pas trop de Deliveroo. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait marrer, et surtout qu'il vous a inspiré. Maintenant, je vais répondre à la question qui vous brûle les lèvres, j'en suis sûre. C'était une salade poulet avocat. Si vous voulez suivre les aventures de la leçon, n'hésitez pas à me follower sur Instagram, Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.